Youtubiens et youtubiennes, bonjour. Vous vous apprêtez à regarder une vidéo best-of des capsules que nous avons publiées sur les réseaux sociaux issues du Café Rhétorique, l'émission que j'anime désormais tous les lundis, mercredis et vendredis sur Twitch. On a donc décidé de vous proposer une forme de best-of en rediffusant ici les pastilles que l'on crée plutôt pour les réseaux sociaux. Si ce format vous plaît, eh bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à nous le dire, on essaiera de le faire chaque mois. Si le commentaire sur son temps long vous plaît, eh bien vous trouverez les rediffusions sur cette chaîne YouTube. Et si vous voulez participer en direct à ces émissions, interagir, poster vos messages dans le chat, réfléchir avec moi, eh bien je serai heureux de vous accueillir directement sur ma chaîne Twitch tous les lundis, mercredis, vendredis matin. Enfin, pour celles et ceux qui n'aimeraient pas du tout ce format, qui n'aimeraient pas le ton qui est celui de Twitch, pas de problème, je le comprends. Je vous donne rendez-vous tous les dimanches pour Entre les lignes, la chronique que je tiens sur France Info de manière hebdomadaire. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite. Ainsi, nous nous engagerons l'année prochaine dans des grands chantiers de pointe, du nucléaire à l'intelligence artificielle ou au transport, pour qu'en 2027, nous ayons 10 ans d'avance, là où en 2017, nous avions 10 ans de retard. Ah, c'est tellement méchant. Regardez l'arrêt sur image qu'on a. Lèvres pincées, nez relevé, une belle colère qu'on voit ressortir à l'égard évidemment de François Hollande. Là où en 2017, nous avions 10 ans de retard. Alors évidemment, c'est une pique directe à François Hollande. En 2017, nous avions 10 ans de retard, manière de dire que François Hollande n'aurait tellement rien fait qu'il a fait prendre 10 ans de retard à la France, là où lui va lui donner au contraire 10 ans d'avance. On rappelle qu'il était conseiller à l'économie, puis ministre de l'économie auprès de François Hollande. De toute manière, c'est vraiment la stratégie d'Emmanuel Macron depuis le début, s'émanciper complètement d'un bilan qui pourtant est aussi le sien, bien évidemment. C'est intéressant, la formule, c'est une antithèse qui fonctionne très bien, qui semble donner une impression même de naturel, alors que c'est vraiment purement une déclaration d'intention. La France avait-elle 10 ans de retard en 2017? Il faudrait le démontrer. Et aura-t-elle 10 ans d'avance en 2027? Il faudra voir. C'est de la punchline, d'ego trip de rap. Ça n'a pas besoin d'être vrai, ça n'a pas besoin d'être fondé, ça a juste besoin de claquer. Et franchement, ça claque. Par contre, si tu rentres dans le moteur, 10 ans de retard par rapport à quoi et 10 ans d'avance, comment? Là, la question se pose. Donc, Gabriel Attal, c'est ce tweet-là, évidemment, que je voulais analyser avec vous. Merci, Monsieur le Président, pour votre confiance. Je mesure l'honneur qui m'est fait d'être nommé Premier ministre. Un cap, garder le contrôle de notre destin, libérer le potentiel français et réarmer notre pays au travail avec force, humilité et sans tabou au service des Français. Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment cette phrase-là, que je trouve absolument fascinante. J'ai l'impression de contempler les abysses, parce que c'est l'endroit où Gabriel Attal explique son cap. Nommer son cap, c'est en théorie accepter de dire l'orientation idéologique qui est la sienne. Nommer son cap, c'est accepter de dire quelle sera l'orientation claire de l'action que l'on va conduire. C'est ce que nous devrions attendre de tous les hommes politiques. La définition de la politique, c'est le désaccord. Si votre cap contente tout le monde, vous ne faites pas de la politique. Si tout le monde est d'accord avec ce que vous dites, vous faites du vide. Garder le contrôle de notre destin, pourrions-nous dire l'inverse ? Pourrions-nous plaider pour perdre le contrôle de notre destinée ? Quel est le responsable politique qui serait suffisamment audacieux pour dire « Moi, Premier ministre, je vais faire en sorte que nous ne contrôlions absolument plus où va la France ». Évidemment, personne. Libérer le potentiel français. Alors là, c'est formidable, parce que là, ça veut rien dire du tout. Le potentiel français, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. Qui serait celui ou celle qui serait pour se satisfaire de la médiocrité française? Mais je pense que tout le monde est pour que la France développe son plein potentiel. Ça ne veut rien dire. On peut donc tous et toutes être pour. Là aussi, c'est un vide net, franc et délicat. Réarmer notre pays. Alors ça, c'est merveilleux. On est dans le cadre de la déclaration du président de la République qui veut faire du réarmement de la France le symbole de toute sa politique, un réarmement civique, un réarmement de la santé, un réarmement de l'éducation, un réarmement de notre souveraineté européenne, même si ça ne veut rien dire du tout. Voilà, quand Gabriel Attal dit qu'il veut réarmer notre pays, c'est exactement ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il veut lui redonner toute sa force, toute sa grandeur, toute sa puissance. Voilà, on se demande quel serait le Premier ministre ou la Première ministre qui oserait dire « Moi, dans mon mandat, je ferai en sorte d'affaiblir le pays ». La réponse évidemment, personne. Son cap ne revient qu'à enchaîner 3 banalités, totalement vides de sens, qui ne donnent pas le début du commencement d'une idée de ce qu'il pourrait vouloir faire, qui ne dit jamais clairement quelle est son orientation politique ou idéologique, ce qui pour moi est la même chose. Bref,
Son cap, c'est la dissimulation. Je le dis autrement. L'expression de son cap, c'est le vide. Ce qu'il dit de son cap ne nous dit rien. Cette énumération ne donne pas le début d'une idée de ce qu'il veut faire. Bref, la seule chose que l'on sait de son cap, c'est la volonté de dissimuler l'idéologie politique, la direction politique qui en réalité est la sienne. Que dissimule cette dissimulation? Est-ce que c'est une direction qu'ils souhaitent prendre mais qu'ils ne veulent pas nommer? C'est possible. Est-ce que c'est le fait que, en fait, ils ne savent pas eux-mêmes comment qualifier la direction qu'ils font prendre au pays? Ce qui serait presque plus effrayant. Ce que je sais, c'est que regarder cette citation, c'est vraiment avoir le vertige d'un vide abyssal. En tant que première déclaration du Premier ministre, je ne suis pas sûr que ce soit très rassurant. Ça, c'est pas sérieux. Attendez, c'est fou. C'est fou ce qu'il vient de dire. On permet aujourd'hui, en effet, Écoutez bien. de régulariser des gens. Ce qu'il y avait initialement, ce que certains voulaient, qui était pas de contrôle du préfet, c'était impossible parce que vous créez à ce moment-là un droit opposable à toute personne qui rentre de manière irrégulière sur le sol français, qui parce qu'il travaille a un droit à être régularisé. Ça, c'est pas sérieux. Incroyable! Ah, mais le culot! Ah, ça y est, je suis énervé! Je vous explique! Dans cette phrase, qui est certain? Son gouvernement. Ce qu'il vient de décrire comme « c'est pas sérieux », c'était le projet initial du gouvernement. C'est le projet qu'ils ont passé des mois et des mois à nous vendre comme équilibré. C'est le projet auquel Macron souscrivait manifestement, puisque lui-même poussait pour que cette loi équilibrée soit votée. La mesure initiale du gouvernement, c'était, si tu es là depuis 3 ans, que tu as travaillé au moins 8 mois sur les 2 dernières années, dans un secteur en tension où on a cruellement besoin de toi, le tout pour obtenir un titre de séjour exceptionnel d'1 an renouvelable. C'est-à-dire, c'est pas, t'es là, c'est bon, toc, visa longue durée, tu peux rester, frère, installe ton séjour, pose ton canapé, mets tes pieds sur la table, mate la télé, t'es bien. Non, un titre de séjour d'1 an renouvelable. L'intérêt de cette mesure, c'était quoi? C'était justement d'avoir une mesure opposable, d'avoir un droit opposable. Qu'est-ce que c'est un droit opposable? Ça veut dire que les immigrés concernés pouvaient aller à la préfecture et dire voilà, je peux vous démontrer que je suis là depuis 3 ans, que j'ai travaillé 8 mois dans un secteur en tension, j'aimerais s'il vous plaît être régularisé. Pourquoi c'est important un droit opposable? Parce que ça assure l'égalité des droits de toutes les personnes concernées devant la loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrétion du préfet, il n'y a pas de décision du préfet, tu remplis les critères, tu peux le prouver, t'es régularisé, et t'es régularisé pour 1 an. C'est une mesure minimale, c'est-à-dire que déjà, on pourrait aller plus loin, on pourrait dire que c'est pas seulement dans les métiers en tension, mais qu'en fait, si tu travailles, si tu peux montrer que t'es sur le territoire, que tu travailles, que tu contribues à l'économie, bah c'est bon, on te donne un titre de séjour, et on pourrait dire qu'au lieu d'un titre de séjour d'1 an renouvelable, ça pourrait être un truc un peu plus dans la longue période, qui te permet, si un jour, par exemple, t'es au chômage, qui te permet de te garantir que tu seras pas expulsable immédiatement. Donc vous voyez, c'était la mesure voulu par le gouvernement. C'était la mesure défendue par Olivier Dussopt. C'était la mesure défendue par Darmanin. Darmanin, quand il disait... Nous devions être désormais gentils avec les gentils. Il parlait de ça. Et c'était la mesure qui était poussée par Emmanuel Macron lui-même comme étant une mesure équilibrée. Et là, regardez ce qu'il en dit aujourd'hui. Ce que certains voulaient, qui était pas de contrôle du préfet, c'était impossible parce que vous créez à ce moment-là un droit opposable à toute personne qui rentre de manière irrégulière sur le sol français, qui parce qu'il travaille a un droit à être régularisé. Ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas sérieux. Says who? Y a pas le début du commencement de la queue d'un élément d'argument. Ça, c'est pas sérieux. Bah d'accord. Bah si c'est toi qui le dis, c'est pas sérieux. Mais pourquoi? C'est quoi la raison? Y en a pas. Ça c'est pas sérieux. La pure évidence, le pur argument par le bon sens. Et c'est lui qui le voulait, c'est sa mesure. C'est la mesure du gouvernement, elle était dans le projet de loi. Emmanuel Macron n'en a plus rien à foutre de la vérité. Il passe 1 an et demi à défendre une mesure. Il est incapable de la faire voter. Et derrière, il dit, c'est pas sérieux. Il vit dans un monde fantasmé qui est le sien, où ses mots dictent le réel. C'est pas sérieux, pourquoi? Parce que je le dis. Oui, mais hier tu disais le contraire. On s'en fout, aujourd'hui je dis ça. Full Trump, c'est du Trump. Pourquoi il a changé d'avis? Mais il a pas changé d'avis. Il sait que c'est sérieux, il sait que c'est même pas sérieux, c'est minimal. C'est le d'humanité à l'égard des personnes qui sont sur le territoire, qui travaillent dans un métier où on a besoin d'elles. C'est, tiens, pendant 1 an, on te fout la paix. C'est le minimum que tu peux faire pour elles. Et pourquoi il fait ça? Parce que le projet de loi qui sort des travaux de la CMP, c'est un projet différent, il faut le défendre. Et ben voilà, on le défend quitte à pourfendre ce qu'on disait 2 semaines plus tôt. On est en pleine ère de la post-vérité. C'est vraiment du Trumpisme. Commençons par Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé
et des solidarités. Elle vient directement des Républicains, ferme défenseuse de la manif pour tous. C'est une revanche parce que Catherine Vautrin était pressentie pour devenir première ministre en lieu et place d'Elisabeth Borne et ça avait totalement braqué l'aile dite gauche de la Macronie. La voilà qui revient à la tête d'un super ministère quand même. Travail, santé et solidarité, enfin je veux dire c'est énorme comme ministère. En fait un ministère de la santé et du travail ça pourrait avoir du sens si la priorité était donnée à la santé. Vous voyez, un ministère de la santé et du travail qui prendrait à bras le corps des questions qui sont des questions absolument essentielles, c'est-à-dire des questions de pénibilité au travail, des questions d'accident du travail, des questions de santé psychique au travail, et qui donc lierait les deux en disant le travail qui use la santé des travailleurs, ruine la vie des travailleurs, c'est terminé. Et donc maintenant, on va subordonner les questions de travail aux questions de santé, ça aurait énormément de sens. Dans un gouvernement qui a réformé les retraites dans le sens d'augmenter la durée de travail des travailleurs qui exercent les métiers les plus durs et les plus pénibles, parce que c'est ça encore une fois la réforme des retraites. La réforme des retraites est une réforme qui a demandé un effort aux travailleurs qui ont commencé à travailler le plus tôt, c'est-à-dire par définition celles et ceux, les travailleurs et les travailleuses qui exercent les métiers les plus durs et les plus pénibles. Pour un gouvernement qui a refusé de prendre en compte la dureté du travail et l'impact du travail sur la santé des travailleurs qui exercent les métiers les plus pénibles, voire un grand ministère de la santé et du travail, ça a quelque chose d'un petit peu inquiétant. Enfin, je comprends même pas quel sens ça a. C'est vrai que le seul symbolisme qu'on peut y voir, c'est quelque chose comme le travail, c'est la santé, qui est tout à fait démenti aujourd'hui par la sociologie du travail. Je vous rappelle que la réforme des retraites voulue par le gouvernement aura pour conséquence que plusieurs milliers de travailleurs supplémentaires mourront chaque année sans avoir pu toucher un jour de leur retraite. Le calcul a été fait par un économiste et le chiffre avait été mis en avant par Michael Zemmour. Et le chiffre à l'époque, c'était chaque année 9000 travailleurs en moyenne supplémentaires mourront sans avoir pu bénéficier d'un jour de retraite dans leur vie. C'est la conséquence directe, immédiate de la réforme des retraites voulue, décidée, votée, imposée par le gouvernement. Et donc, après avoir fait voter cette loi, nommer un ministère du travail et de la santé, je ne peux pas m'empêcher d'y voir un cynisme tout à fait regrettable, quoi. Première sortie de Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des JO, qui par ailleurs a mis ses gamins dans le privé, au collège-lycée Stanislas. La première chose que j'ai envie de relever, c'est que d'abord, si on commence dès le premier jour comme ça sur des attaques personnelles, c'est aussi peut-être parce que ce matin, ce que j'ai pu exprimer était assez inattaquable sur le fond. Notre aîné, Vincent, qui a commencé comme sa maman à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Tout le début de la défense est quand même assez dingue. Ça n'est pas une attaque personnelle, c'est une attaque ad hominem, qui est un procès en incohérence, qui consiste à dire vos actes ne sont pas alignés avec vos paroles. Peut-on croire en votre authenticité quand ce que vous dites et ce que vous défendez ne semble pas tout à fait convergent et cohérent avec ce que vous faites ou ce que vous faisiez? Cet argument-là, l'argument ad hominem, il est recevable, on a le droit de s'interroger. Le vrai problème, c'est en l'occurrence sa sincérité. Parce que depuis, le journal Libération a enquêté. Le tableau dépeint par Amélie Oudéa-Castéra semble en réalité largement exagéré. Selon nos informations, Vincent, né en 2006, n'a passé qu'un semestre à l'école maternelle publique littrée. Il y a été scolarisé 6 mois en petite section à partir du 2e trimestre de l'année scolaire 2008-2009, donc en janvier 2009. Ce que dit la ministre est archi faux, ça m'a horrifié, réagit Florence, l'enseignante de Vincent. Je n'ai pas été absente et quand bien même cela aurait été le cas, on était toujours remplacé. Vincent avait du mal à s'adapter à l'école et j'apprends à ce moment-là que ses parents voulaient qu'il passe en moyenne section en septembre, alors qu'il faut avoir 4 ans normalement. Et on a refusé, d'autant plus que c'était à son désavantage parce qu'il n'était pas encore mature. On a refusé pour son bien. Contactée par Libération, la ministre conteste fermement tout départ vers Stanislas en raison d'un refus de passage anticipé en moyenne section de maternelle. Invitée à détailler, elle indique ne pas avoir de souvenir précis du nombre de journées qu'aurait perdu son fils. De la même manière, elle assure également ne pas avoir en tête le nom de l'enseignante de l'époque, ni si son fils, cette année-là, est entré à l'école en janvier 2009, comme l'affirme son ancienne professeure. C'est quand même un truc de fou. Ton gamin fait sa première rentrée des classes en cours d'année, ce qui évidemment est pas évident. Tu es censé t'en souvenir. Il n'est pas exclu que ce soit cette hypothèse, reconnaît la ministre. La scolarité de mon premier gamin, pas souvenir. Face aux propos de sa première apparition publique en tant que ministre de l'Éducation, elle garde la même ligne de défense. Je regrette vraiment d'avoir blessé, ce n'était nullement mon intention, j'en suis désolé. C'est pas d'avoir blessé qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir explicitement dit
son absence de confiance en l'école publique, alors même qu'elle a avant toute chose la responsabilité de l'école publique. Et ce qu'on lui reproche par ailleurs, c'est manifestement d'avoir totalement menti sur les raisons du choix éducatif qui a été fait. Ce que je ne regrette pas, c'est de dire les difficultés auxquelles sont confrontées les familles aujourd'hui. Mais ça, c'est un truc de fou. On a besoin de régler ce problème de remplacement. Aujourd'hui, près de 15 millions d'heures ne sont pas faites. Alors ça, c'est quand même incroyable. Qui est celui qui, l'été dernier, promettait explicitement qu'il y aurait un professeur devant chaque élève à la rentrée? Il y a des coïncidences malheureuses. Il se trouve que celui qui disait ça est aujourd'hui Premier ministre. Près de 15 millions d'heures ne sont pas faites. Bah oui, mais la faute à qui? C'est qui s'était engagé à ce que ce soit le cas? Et qui, manifestement, de l'avis de sa propre ministre de l'Éducation nationale, a échoué dans sa mission. À chaque phase supplémentaire, c'est de pire en pire. Elle attaque l'école républicaine laïque et gratuite dès sa prise de parole, alors qu'elle doit la défendre par lui taper dessus, estime Guylaine David, secrétaire générale du SNUIPP-FSU. Premier syndicat de primaire, c'est une faute majeure. On a un problème de remplacement dans le premier degré à cause de la politique menée par Emmanuel Macron. Jean-Michel Blanquer a dédoublé les classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire sans augmenter le nombre de postes. Résultat, c'est le vivier de remplaçants qui a été asséché. Tiens donc. Ce qui est insupportable, c'est vraiment la justification qui est faite de dire oui, bah de toute façon, oui, qu'est-ce que vous voulez, évidemment j'ai mis mes gamins dans le privé. Quand on voit l'état du public, la justification avancée, elle est quand même folle, quoi. C'est une ministre de l'Éducation nationale qui, le premier jour de son mandat, dit la confiance qu'elle n'a pas dans l'école publique. C'est quand même tout à fait choquant, tout à fait frappant. Une grande hypocrisie de dire le problème c'est les heures non remplacées, quand on voit aujourd'hui que les heures non remplacées sont notamment de la faute du gouvernement qu'elle a décidé de servir. Et puis surtout, quand on se rend compte in fine que tout ça est absolument un mensonge et que, en fait, d'après les témoignages recueillis par Libé, ce qui se dessine, c'est simplement la volonté de faire sauter une classe à leurs gamins, volonté à laquelle l'école n'a pas souscrit et qui mène à un choix qui est purement un choix stratégique. Derrière ces mots qui sont les mots traditionnels de la droite conservatrice, l'ordre, le mérite, le travail, on trouve cette formule. Voilà pourquoi démocrates, écologistes, républicains se rassemblent autour d'un même projet pour agir au service des Français. Et au fond, avec une ligne simple, pour que la France reste la France. Ça, c'est du Éric Zemmour dans le texte. On est au-delà simplement d'une droite libérale et conservatrice. On accepte une part des mots qui sont ceux de la droite réactionnaire, immigrophobe, xénophobe. Cette phrase qui a l'air d'être une tautologie, c'est-à-dire un raisonnement cyclique refermé sur lui-même. Pour que Clément Viktorovitch reste Clément Viktorovitch, bon bah écoutez, oui, je vais rester Clément Viktorovitch. Après, Clément Viktorovitch, lui, peut évoluer. Il parle de lui-même à la troisième personne, tel Alain Delon, c'est terrible. On a l'air de ne rien dire quand on dit pour que la France reste la France, mais pas du tout en réalité. Parce qu'il y a une règle du discours qui est que nous ne parlons pas pour rien dire. C'est plus qu'une règle du discours, c'est un présupposé inconscient que nous avons. C'est-à-dire quand quelqu'un dit quelque chose, nous partons du principe inconscient que cette chose a de la valeur. Nous partons du principe inconscient que nous ne parlons jamais totalement pour ne rien dire. Et que si nous disons quelque chose, cette chose avait besoin d'être dite. C'est le principe rhétorique de base qui consiste à considérer que ce que l'on énonce, c'est ce qui ne va pas de soi. Inconsciemment, si j'ai besoin de vous dire pour que la France reste la France, vous allez automatiquement, une part de vous-même, sans même que vous en ayez forcément conscience, va se demander mais pourquoi dit-il cela? Si on a besoin de préciser que la France doit rester la France, c'est qu'en réalité elle est menacée, dans son identité même. Et c'est sur ce présupposé que pivote Éric Zemmour pour appuyer l'idée que la France serait directement menacée par l'immigration. Le discours d'Emmanuel Macron, derrière l'apparence du pragmatisme et du bon sens, en réalité, l'idéologie assumée par Emmanuel Macron est une idéologie libérale, on le sait, conservatrice, voire réactionnaire, il l'assume désormais, en reprenant les mots d'ordre, de mérite, de travail, d'autorité, mais même au-delà, avec un clin d'œil à une idéologie qu'il s'est pourtant juré de combattre, puisque c'est sur cette promesse qu'il a notamment été élu. Et voyez ça, j'aurais aimé qu'il le dise. J'aurais aimé ne pas avoir à faire de l'archéologie lexicale pour dégager de son discours ce qu'il a à l'esprit sans accepter de le dire. Pour que la France demeure cette nation du bon sens. Et moi, j'aime bien la méthode que le gouvernement a décidé d'employer, qui est pragmatique. Derrière le bon sens et le pragmatisme revendiqué par Emmanuel Macron, c'est-à-dire des mots qui disent au fond « je vais gérer ». Quand il parle du bon sens, du pragmatisme, il dit « mais il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord. Il y a juste à regarder les choses comme elles sont et à agir tel qu'il le faut ». Et quand on regarde quel est le champ lexical qui se cache derrière cette apparence de bon sens, de pragmatisme, d'évidence, eh bien on retrouve en réalité les mots « Avoir une France plus forte », c'est aussi assurer l'ordre. Et cette indépendance par le travail et la production, l'effort et le mérite ne sont pas suffisamment reconnus. Mais je crois que si nous savons travailler ardemment pour que la France reste la France. Des marqueurs
traditionnelle de la droite, c'est-à-dire en réalité une politique qui est à la fois libérale et conservatrice. Une des formules qu'Emmanuel Macron utilise abondamment, c'est la formule. Et j'assume ces dépenses, donc moi j'assume. C'est pourquoi j'assume totalement la politique au niveau européen et français qu'on a menée. Alors tenez, un magnifique combo. C'est pour ça que moi j'assume de continuer à présider au réel avec un certain sens de l'idéal. Donc il faut aller au réel sur ce qu'ils proposent et dire quand les gens ont un problème, on essaie de le résoudre, au concret, au réel. Parce qu'on oublie tous de revenir au réel et à la réalité de leurs arguments, en essayant de convaincre avec des arguments, des actions et du réel. Par définition, tu ne peux que présider au réel. On est à nouveau dans ces grands concepts vides et creux qui ne sont que le masque de l'idéologie. Personne ne préside au virtuel, ça n'a aucun sens. Vous avez à la fois un Emmanuel Macron qui n'assume jamais la responsabilité de sa direction et qui, en parallèle, ne cesse de dire « j'assume ». Mais la seule chose qu'il n'assume pas, c'est celle qui vaudrait, c'est-à-dire le fait de dire enfin quelle est son idée et son idéal pour le pays. Est-ce que ça n'est pas faire dire beaucoup de choses aux mots? Je pense en effet qu'il faut regarder quels sont les marqueurs politiques qu'il a mis en avant. Il veut imposer l'uniforme au collège et au lycée, le contrôle des écrans, l'éducation civique, doubler les heures d'éducation civique. Bon, là aussi, c'est un marqueur avec lequel, en plus, je suis pas forcément en désaccord. Maintenant, si l'éducation civique, c'est apprendre les paroles de la Marseillaise et travailler sur les valeurs de la République, alors pourquoi pas, moi je suis pas contre, mais je pense qu'il y a aussi d'autres manières de former et de forger des citoyens que de leur faire apprendre la Marseillaise. Vous voyez, par exemple, si on leur donnait quelques cours de rhétorique pour qu'ils soient capables de décrypter le discours politique, ce serait peut-être pas mal. Mais moi je dis ça, moi je dis rien. Pour ce qui est de la rémunération au mérite des professeurs et plus généralement des fonctionnaires, on est dans un thème classique, plus de la libéralisation que du conservatisme. C'est vraiment la volonté de libéraliser l'État social français. On peut être pour ou contre d'ailleurs, on peut estimer que c'est la bonne direction pour la France. Je vous en voudrais pas de penser cela, vous en avez tout à fait le droit, et vous avez peut-être raison d'ailleurs, peut-être pas. Ça c'est de la politique, on pourrait en discuter, c'est une autre discussion. Mais ce sur quoi j'attire votre attention, c'est le fait que Emmanuel Macron n'assume pas cette orientation politique, celle d'une libéralisation de la société, d'une poursuite de la libéralisation de la société. Faut pas dire c'est bien, c'est pragmatique, c'est le réel. Non, c'est un choix politique. C'est un choix politique et un choix de société. Et ce choix de société, il refuse de le dire. Encore une fois, l'art de ce gouvernement, c'est celui de ne pas dire. Tout ce début d'acte 2 du second quinquennat, avec le gouvernement Attal, les premiers tweets de Attal, les premières prises de parole de Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement, là maintenant, cette grande conférence d'Emmanuel Macron, à chaque fois, ce sur quoi nous retombons systématiquement, depuis qu'on a commencé ces streams du mercredi matin, je l'ai dit déjà à de multiples reprises, c'est l'art de ne pas dire, l'art de ne pas assumer la direction dans laquelle on souhaite emmener le pays. Or, pour moi, je le répète encore une fois, mais je ne le dirai jamais assez, c'est le minimum de la responsabilité politique. Et je pense que c'est un problème. Bruno Le Maire, qui, chez Quotidien, parle du chèque alimentaire. Je suis d'accord sur le chèque alimentaire. Donc il faut qu'on le fasse. On est en train de finaliser tous ces travaux. Je peux vous dire qu'on y travaille. Dans les mois qui viennent, il y aura ce chèque alimentaire. Le quinquennat est loin d'être fini. Voici la fin de l'histoire, vous étiez sur France 3 il y a quelques jours. Je ne pense pas que la voie des chèques soit une bonne voie. Je le dis très sincèrement, oublions les politiques de chèques. Il n'y a plus d'argent, on n'a pas les moyens de faire un chèque alimentaire. Voilà, je le dis très sincèrement, je n'ai pas les moyens de faire un chèque alimentaire pour tous. Et le ministre des Finances, il ne fait pas de chèque en bois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a deux questions. Il y a la question politique et il y a la question d'éthique et de responsabilité. En termes politiques, ce que dit Bruno Le Maire, c'est encore une fois une mobilisation du bon sens à son profit. Et le ministre des Finances, il ne fait pas de chèque en bois. Les moyens de l'État sont une question de décision et d'arbitrage. Il pourrait avoir les moyens si le gouvernement décidait d'allouer ses ressources budgétaires différemment. Ce gouvernement qui n'a pas les moyens de faire des chèques en bois vient de décider, Emmanuel Macron l'a annoncé, de généraliser le SNU, ça va coûter des milliards d'euros. L'allocation des ressources budgétaires en France, c'est une décision, c'est un arbitrage. Chacun d'entre nous, on peut avoir notre idée là-dessus, on peut ne pas être d'accord. La politique, on peut en discuter. Ce qui est indiscutablement problématique, voire ce qui est indiscutablement condamnable, c'est le fait de présenter son choix politique comme étant l'évidence. J'ai pas les moyens de faire des chèques en bois. T'as les moyens de faire ce chèque-là si tu n'en fais pas d'autres. Deuxième chose, et qui en fait là est plutôt de l'ordre de la communication et qui me marque et m'attriste presque, c'est la déloyauté totale du procédé utilisé. Ce gouvernement vit d'effets d'annonce. Pendant 4 ans, le gouvernement s'est créé une porte de sortie quand on l'interrogeait sur l'inflation et notamment l'inflation alimentaire. Quand vous gagnez, comme Amélie ou Dea Castera, 500 000 euros par an, vous pouvez supporter quelques dizaines de centimes d'augmentation sur votre paquet de pâtes. Ça va aller, tu vois. Par contre, quand t'es au SMIC, voire au RSA, 25% d'augmentation sur l'alimentaire, là tu le sens passer parce que ton SMIC, lui, il a pas pris 25%. Parce que l'inflation alimentaire est bien supérieure à l'inflation générale
et que le SMIC est indexé sur l'inflation générale. Les Restos du Cœur nous disent qu'ils vont bientôt devoir refuser du monde. Les étudiants et les étudiantes font la queue à la soupe populaire. On voit revenir de la malnutrition chez les enfants. Pendant 4 ans, à chaque fois que ces questions-là étaient posées, le gouvernement répondait ah oui, mais il y a le chèque alimentaire qui arrive. Donc c'était une manière de dire nous répondons à la crise. Pour, au final, dire sans vergogne... Il n'y a plus d'argent, on n'a pas les moyens de faire un chèque alimentaire. À quel moment Bruno Le Maire dit-il le chèque alimentaire est abandonné? Au moment où la période inflationniste touche à sa fin. Les prix de l'alimentaire ont augmenté de 25%, ça veut juste dire qu'ils cessent d'augmenter, mais ça ne veut pas dire qu'ils descendent. Les 25% d'inflation alimentaire qui n'ont pas été encaissés par votre hausse du SMIC, cette situation ne va pas changer. Quand il annonce le fait que le chèque alimentaire ne va pas exister, il le fait en s'auréolant presque de la force de l'honnêteté. Je le dis très sincèrement. En réalité, c'est tout le contraire. Il a l'honnêteté de dire ce que l'on savait en réalité depuis longtemps, c'est que ce chèque alimentaire, il n'avait jamais existé. Mais ça n'était jamais assumé parce que c'était leur porte de sortie rhétorique à chaque fois qu'on les interrogeait sur le fait qu'une partie des Françaises et des Français ont faim. On est la 5e, 6e, 7e puissance économique du monde. Et une partie des Françaises et des Français ont faim. Et au moment où on sort de la période inflationniste, les Françaises et les Français vont avoir toujours aussi faim. Hein. Ça ne va pas changer, mais par contre, on va leur poser moins la question parce que ce sera moins dans l'actualité. Et comme on va moins leur poser la question, ils peuvent enfin se permettre de dire non, mais le chèque alimentaire, en vrai, on va pas le faire, on n'a pas les moyens. Alors que bien sûr, ils ont les moyens, c'est juste une question de comment on alloue les moyens budgétaires de la République française. Est-ce que vous dites aujourd'hui il faut aussi rentrer dans les grandes villes? Est-ce que Paris est un objectif, par exemple? Tout dépendra de la manière dont les réponses sont formulées. Je n'exclus aucune option. Si les choses ne devaient pas être entendues, si finalement il y avait une forme de mépris ou une forme d'incapacité à répondre à la question, les choses pourraient évoluer. Ce que vient de faire Arnaud Rousseau, ça porte un nom en négociation, c'est de la menace. On montre qu'on est présent, on sort nos tracteurs, on bloque les autoroutes. Attention, hein, si on nous écoute pas, si on n'a pas de réponse, voire si on a du mépris, on va aller plus loin. C'est une très bonne menace en termes de négociation. En fait, une bonne menace en négociation, elle doit être crédible, c'est-à-dire elle doit avoir un coût de déclenchement assez faible. Si vous dites attention, il faut nous écouter, sinon on va commencer à mettre des bombes partout, votre menace, elle n'est pas ultra crédible. Et elle doit être progressive. Une fois que vous avez réalisé votre menace, la menace n'a plus d'impact, vous voyez. Vous perdez votre outil dans la négociation. On me demandait dans le contexte d'une négociation d'augmentation. Alors je vous donne un petit tuyau, si vous devez négocier votre augmentation là dans les mois qui viennent. Admettons que vous savez être précieux pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Une fois qu'on a quelqu'un qui est intégré, qui a compris les process, qui a des connaissances, qui a accumulé de l'expérience, qui connaît l'équipe, c'est ça. Vous devenez un élément précieux pour l'entreprise. Vous voulez négocier une augmentation, vous dites voilà, il me semble que je méritais quand même une gratification supplémentaire. Est-ce que ce serait possible de négocier une augmentation? Votre boss vous dit écoute, c'est gentil, mais on n'a pas les moyens, c'est pas possible, le contexte tu comprends, il va falloir utiliser une forme de menace. Si vous dites attention, si je ne suis pas augmenté, je démissionne. Là, vous prenez un risque énorme parce que votre menace, elle est tout de suite monumentale. Si l'autre vous dit bah oui, j'entends, écoute, j'en serais très triste, mais moi je ne peux pas t'augmenter, donc tire-en les conséquences que tu veux. Soit vous ne démissionnez pas, et là vous perdez en crédibilité, puisque vous avez menacé de quelque chose que vous n'avez pas mis à exécution. Et la prochaine négociation salariale, toute menace de démission ne sera pas prise au sérieux, mais déclencher votre menace n'est pas forcément une bonne chose non plus, parce que vous allez vous retrouver au chômage. Utilisez une menace qui soit perçue comme plus progressive. Vous dites écoutez, moi, navré, mais ma rémunération actuelle, elle est problématique. Je préfère être transparent. S'il est impossible de m'augmenter, moi je vais devoir en tirer les conséquences et peut-être commencer à être potentiellement un peu plus à l'écoute des opportunités qui pourraient y avoir autour de moi. Voilà, je vous le dis en toute transparence. Vous voyez, c'est très soft. Vous faites planer une menace. Ça doit être corrélé évidemment à la situation dans laquelle vous êtes. Si vous savez que vous êtes totalement dispensable pour l'entreprise, parce que c'est une entreprise qui dévore les stagiaires, qui dévore les CDD, vous savez que dans votre entreprise, le coût des travailleurs est un critère plus important que leur expérience ou leur fidélité. Là, même ce que je viens de vous dire, ce serait trop appuyé, parce qu'on vous dira, pas de problème, bon courage. Plus la menace est progressive et moins son coût de déclenchement est élevé, plus elle est efficace. Et vous allez me dire, oui, mais comment je transcris ça au quotidien? Je viens de vous donner un exemple. Je vous ramène quand même à ce que disait Arnaud Rousseau, qui nous donne, me semble-t-il, un bon exemple de ce qu'est une menace progressive dans un conflit social. Si finalement il y avait une forme de mépris ou une forme d'incapacité à répondre à la question, les choses pourraient évoluer. Et les choses pourraient rapidement évoluer, c'est une vraie menace, mais une menace voilée, et une menace progressive. Bon, les choses pourraient évoluer, effectivement. À quel rythme et jusqu'à où? Là, il prend bien soin de ne pas le préciser. Nous allons écouter Gérald Darmanin. Il n'y a pas de poids de mesure, on ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent, il faut les entendre. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Bien sûr qu'il y a un 2 poids 2 mesures qui est très clair. Le mouvement des Gilets jaunes était l'expression d'une souffrance. Christophe Castaner et le gouvernement d'une manière générale avaient une ligne qui était de dire non, attendez, on met pas le bazar à Paris, on bloque pas les Champs-Élysées, d'une manière générale on ne bloque pas tout court. Quand Gérald Darmanin dit est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics? Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics? Ce n'est pas le cas. Manque de peau aussi. Gilles Boulot rappelle dans
dans l'interview effectivement une grille d'une préfecture qui a été enfoncée. Et puis surtout, hein, il faut revenir à il y a une semaine, ce bâtiment public dont les vitres ont été soufflées à l'explosif. Le bâtiment public a été attaqué à l'explosif par des agriculteurs et des agricultrices. On contredit la réalité qui est manifestement observable par tout le monde, visible sous les yeux des gens. Ça porte un nom en rhétorique, hein, on appelle ça de l'anticatastase. Alors c'est un mot compliqué mais qui désigne quelque chose d'assez simple. C'est le fait de regarder l'auditoire dans les yeux et lui décrire le monde d'une manière manifestement contraire à ce que les gens peuvent observer. Moi j'ai confiance dans les agriculteurs, je sais que leur métier est un métier difficile, essentiel pour les Français. Si jamais ils respectent, et je sais qu'ils le font parce que ce sont des patriotes, les règles de la République, il n'y a aucune raison que la police ou la gendarmerie interviennent. Il faudrait voir si le blocage des autoroutes est légal, on va aller voir tout de suite. Alors qu'approchent les manifestations autoproclamées citoyennes et apolitiques, on est au tout début des Gilets jaunes. Le Premier ministre a mis en garde les Gilets jaunes qui prévoient de bloquer les routes à travers la France en leur rappelant que la loi s'applique. Édouard Philippe a mis en garde les Gilets jaunes, l'entrave à la circulation, c'est sanctionné. Réécoutons ce que disait Gérald Darmanin. Si jamais ils respectent, et je sais qu'ils le font parce que ce sont des patriotes, les règles de la République, il n'y a aucune raison. Bah il fallait le dire, donc en fait les règles de la République, c'est pas les mêmes pour tout le monde manifestement, hein. Est-ce que ce sont de bons patriotes? Alors c'est ok, encore une fois, on est dans de la post-vérité pure. Ce sont de bons patriotes, ils respectent les lois de la République. Mais non, ils bloquent les rues, tout le monde le voit qu'ils ne respectent pas les lois de la République. Peut-être ont-ils raison de le faire, peut-être ont-ils raison de se faire entendre, c'est pas la question, mais tout le monde le voit qu'ils ne respectent pas les lois de la République. Leur parole dicte le réel. Elle s'en est affranchie. Le réel, ça n'est pas ce qui est et ce que l'on voit. Le réel, c'est ce que eux disent. Quand on tire au mortier d'artifice, qu'on attaque à la tronçonneuse ou à la boule de pétanque sur les forces de l'ordre, comme c'est le cas parfois d'écologistes radicaux, évidemment, je fais intervenir les forces de l'ordre. Ce qui est intéressant, c'est comment on en vient à cette situation? Pourquoi est-ce que les choses dégénèrent à Sainte-Soline? Pourquoi est-ce que les choses ont dégénéré sur les Champs-Élysées le premier jour des manifestations des Gilets jaunes à Paris? C'est parce que les forces de l'ordre vont au contact. À partir du moment où tu restes à distance et où tu laisses le mouvement social se dérouler, il n'y a aucune raison qu'il y ait des affrontements. Et c'est là où Gérald Darmanin est pris même en plein flagrant délit d'autocontradiction. Il dit un peu avant dans l'interview, souvenez-vous... Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS? Oui. À partir du moment où les CRS se tiennent à distance, évidemment qu'il n'y a pas d'affrontement avec les CRS. Ça pose une question essentielle, tout ça, c'est la question de l'arbitraire de l'État. La loi républicaine, elle est la même pour tous. C'est ça la définition d'ailleurs d'un État de droit. Si la loi républicaine commence à ne pas s'appliquer de la même manière pour chacun et chacune d'entre nous, alors on rentre dans l'ère de l'arbitraire. Qu'est-ce que c'est la République sinon un ordre juridique qui s'impose à toutes et à tous? Et à partir du moment où le même ordre juridique ne s'impose pas de la même manière à chacune et à chacun, comment tolérer cela de la part du gouvernement? Pourquoi est-ce qu'on a un tel deux poids deux mesures? Bon bah là, la réponse elle est extrêmement simple, hein. Il y a évidemment la question des élections européennes. Les agriculteurs et les agricultrices, c'est 3% de la population, mais les enjeux agricoles sont perçus de manière très aiguë au sein de la ruralité. Et en réalité, derrière les questions agricoles, on a une large part de l'électorat qui se sent concerné. Donc, comme on a un intérêt électoral, eh bien, le gouvernement a ordre de la bouche du président de la République lui-même d'éteindre le feu. C'est un pur calcul électoral, et ce calcul électoral amène à une rupture de l'état de droit, une rupture de l'égalité des citoyens, une application totalement différenciée de la loi, selon que vous êtes agriculteur ou gilet jaune. C'est pas n'importe qui, Wauquiez. Wauquiez, c'est pour l'instant celui qui devrait être le candidat naturel des Républicains à la prochaine présidentielle. Wauquiez, qui est aujourd'hui président de région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un poste très important au sein de la République française. Ce monsieur qui dit, dans les situations de blocage, quand une Cour suprême censure une loi, il faut donner le dernier mot au Parlement. Dans notre démocratie, c'est au peuple d'avoir le dernier mot par ses représentants ou par référendum. Il y a déjà une contradiction au sein même de la phrase. Dans les situations de blocage, quand une Cour suprême censure une loi, bah c'est pas une situation de blocage en fait, c'est juste une décision du Conseil qui est contraire à ce qui a été voté par le Parlement, mais c'est pas une situation de blocage. Quand une Cour suprême censure une loi, il faut donner le dernier mot au Parlement. Ce que ça veut dire, c'est soit le Conseil constitutionnel valide la loi votée par l'Assemblée et le Sénat, et dans ce cas-là, on respecte la décision du Conseil, soit le Conseil constitutionnel estime que la loi votée est contraire à la Constitution, et dans ce cas-là, eh ben le dernier mot c'est à l'Assemblée, c'est-à-dire dans ce cas-là, sa décision ne compte pas. Pile je gagne, face tu perds. Et surtout, ce que ça veut dire, qu'il n'y aurait plus en France de contrôle de la constitutionnalité des lois. Je vous rappelle encore une fois que c'est la Constitution qui garantit les droits fondamentaux des citoyennes et des citoyens. Le Conseil peut être discuté dans ses décisions. On a le droit de discuter certaines décisions du Conseil constitutionnel, voire d'estimer qu'elles sont trop sévères ou au contraire beaucoup trop laxistes. L'idéal démocratique, c'est pas simplement la souveraineté populaire. La démocratie, c'est vrai, la souveraineté populaire. Le fait que le peuple décide pour lui-même et par lui-même de son propre avenir. Le deuxième pilier de la démocratie, c'est le respect de l'état de droit. Un état de droit
c'est un État dans lequel, d'une part, le gouvernement se soumet aux lois qu'il édicte, et d'autre part, les droits fondamentaux des citoyens sont respectés. La souveraineté populaire sans l'état de droit, c'est l'oppression possible des minorités par la majorité. Et Laurent Wauquiez, quand il dit « je veux que le dernier mot aille à l'Assemblée nationale », il demande de facto la fin du contrôle de constitutionnalité des lois, il demande de facto la fin du Conseil constitutionnel, ou alors le renvoi du Conseil constitutionnel à un rôle purement symbolique. Éric Zemmour a dit la même chose, très clairement, lors de la dernière élection présidentielle. Sauf que, là encore, que Éric Zemmour plaide pour une réforme institutionnelle qui ouvrirait la voie au fascisme. Est-ce que c'est surprenant? Mais par contre, quand c'est Laurent Wauquiez, président d'une grande région de France, membre des Républicains, un parti qui justement, revendique parti de gouvernement, un homme qui prétend être candidat pour les Républicains à la présidentielle en 2027, et que cet homme-là demande à sortir de l'état de droit, revendique vouloir en arriver à une République française dans laquelle la majorité peut, sans obstacle, opprimer les minorités. Et quand cet homme-là prétend faire partie d'un groupe parlementaire dont Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Gabriel Attal disent qu'il fait partie de l'arc républicain. C'est quoi l'arc républicain? Il est où là l'arc républicain? Si on veut parler d'un arc républicain, pour moi, Laurent Wauquiez vient de s'en exclure. Je ne dis pas ça comme une injure, ou comme un mot que je jette en l'air pour me faire plaisir sans l'argumenter, ce qui est le cas de l'arc républicain mobilisé par Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Emmanuel Macron, sans jamais qu'ils ne soient capables de le définir. Moi je dis simplement que, au sein de l'idéal démocratique, il y a le respect de l'état de droit. Laurent Wauquiez revendique le fait que l'Assemblée nationale puisse s'absoudre du contrôle de constitutionnalité des droits. Il revendique le fait que l'Assemblée nationale puisse, si elle le désire, opprimer le droit des minorités. Bon bah voilà, pour moi, ça n'est plus conforme à l'idéal démocratique. Et donc, par extension, à l'idéal républicain. Donc pour moi, il s'est extrait, là oui, de l'arc républicain.